Le pouvoir d'achat qui reste, sondage après sondage, la principale préoccupation des Français. On l'a encore vu évidemment dans la rue lors de la manifestation syndicale de jeudi dernier. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion, merci d'être là avec nous sur Boursorama. Est-ce que les Français ont raison de toujours broyer du noir à propos de leur pouvoir d'achat? Parce qu'on sait qu'ils ont perdu évidemment dans la phase ascensionnelle quand l'inflation était à 5 ou 6%, c'était 2022 ou 2023, ont perdu du pouvoir d'achat. Mais depuis, l'inflation est revenue à 1%. Donc, ils ont raison ou pas de broyer du noir? En partie, oui, ils ont raison, parce que les pertes de pouvoir d'achat qui ont été générées à partir de 2022 n'ont pas totalement été récupérées. Et elles ont été récupérées de manière assez variable. Il reste encore, les trois quarts des pertes ont été rattrapées. Et il reste encore un quart de pertes à rattraper. Et on voit bien que l'augmentation des salaires ralentit fortement. Alors, comme l'inflation. Mais donc, si le rattrapage sera désormais moins fort, et donc on n'a toujours pas rattrapé les pertes d'il y a quelques années. Et donc, on voit bien qu'on est en 2025, ça a commencé en 2022, donc ça commence à faire long. Donc, en tout cas, le pouvoir Donc, on n'a d'achat pas le pouvoir d'achat qu'on a reculé. perdu, Marc, depuis 2021, n'a toujours pas été rattrapé malgré les 2,5% de hausse du pouvoir d'achat sur l'INSEE en 2024 et C'est ça. 0,8% sur 2025. C'est ça. Et en plus, bon, dans les rattrapages dont on parle de 2,5% en 2024, il y a des effets. L'INSEE regarde les intérêts capitalisés, par exemple, sur les livrets. Bon, il y a des gens qui ont pas beaucoup d'épargne. Et ces intérêts, bah, ils ne les ont pas touchés. Donc, ce 2,5% tient compte des revenus financiers et bah, il y a plein de Français qui ne l'ont pas vécu comme ça. Donc, les salaires continuent à rattraper un petit peu les pertes de pouvoir d'achat, mais voilà, historiquement, vous avez toujours des gains de pouvoir d'achat. Quand vous avez pendant plusieurs années des pertes et non pas des gains, même si elles sont un peu rattrapées, eh bien, forcément, vous avez l'impression psychologique est renforcée. En plus, on sait très bien, il y a un mécanisme un petit peu d'impression qui est lié à l'achat de produits du quotidien dont le prix a augmenté. Même si votre salaire a à peu près suivi ou a rattrapé, le fait de réitérer ces achats quotidiennement ou en tout cas assez souvent à des prix plus élevés, bah, ça vous donne l'impression que vous avez beaucoup perdu en pouvoir d'achat, même si la perte parfois peut être moins forte que ce qui est réel. Donc c'est légitime Pas que que ce le qui est pouvoir d'achat, ressenti, pardon. ouais, c'est légitime donc que le pouvoir d'achat reste une préoccupation principale des Français. Donc ça reste légitime. Oui, oui, ça reste légitime. Enfin, en tout cas, les chiffres montrent qu'il y a eu une perte de pouvoir d'achat qui n'est pas totalement rattrapée. Je vous dis, aux trois quarts, elle a été rattrapée. Il reste un quart. Et puis, bah, ça veut dire que votre pouvoir d'achat, qui d'habitude augmente régulièrement, bah là, il est encore en perte. Donc, on peut se considérer que oui, c'est légitime de trouver que le pouvoir d'achat, que ça reste une préoccupation légitime, hein. On voit bien il y a beaucoup de Français qui, à tort ou à raison, vous disent à l'euro, on est à l'euro près à la fin du mois. Alors, on peut aussi avancer d'autres raisons. Il y a de plus en plus de dépenses préengagées. Ça dépend quels indicateurs on regarde. Il y a évidemment, quand les besoins de la société, par exemple, si vous avez aujourd'hui besoin, vous avez trois enfants, vous avez besoin de 5 portables dans la famille. Bon, bah, il y a quelques années, quand il y avait un seul téléphone fixe à la maison, même si le prix du portable n'est pas très élevé, si vous avez 5 portables, bah, forcément, ça pèse un peu sur votre pouvoir d'achat. Il y a les ménages qui sont locataires, il y a les loyers qui peuvent être élevés, c'est peut-être un peu moins fort pour ceux qui sont propriétaires, mais donc ça varie évidemment d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, mais effectivement, au global, les Français ont l'impression que leur pouvoir d'achat est déprimé et ils ont raison. Alors c'est une forme de corollaire au pouvoir d'achat, évidemment, ça passe pour l'augmenter par une inflation qui se calme, et pour le coup on y est, même si ce n'est pas vraiment ressenti par les Français. Après il y a les salaires, leur hausse, on sait que dans les revendications du Parti Socialiste à Sébastien Lecornu, pour essayer d'avoir, dans le cadre du négo, pour essayer d'avoir un budget, il y a cette baisse de la CSG sur les bas salaires. Est-ce qu'une baisse ciblée, parce qu'elle serait ciblée évidemment sinon ça coûterait trop cher, est-ce que c'est une bonne idée pour soutenir le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent ? Bah, si on veut augmenter le pouvoir d'achat, oui, c'est une idée qui marche. En tout cas, ça ferait augmenter les salaires, les niveaux de salaire pas très élevés qui sont ciblés. Après, la question, c'est est-ce que Pardon, c'est jusqu'à c'est une 1500 réforme? euros par mois, dit le Parti Socialiste, hein. Pour un couple gagnant 1920 euros chacun, c'est 1500 euros de plus par an. C'est pas négligeable.
Oui, oui, mais après la question c'est est-ce qu'on fait ça un peu dans la précipitation pour faire une proposition un peu électorale et pour régler un problème, ou est-ce qu'on inscrit ça dans une réforme, une évolution cohérente de la fiscalité? La baisse de la CSG, ça ferait rentrer la CSG, ça acterait le fait que la CSG devient progressive, un peu comme l'impôt sur le revenu, et il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on en veut vraiment faire devenir la CSG progressive comme ça, sans en avoir débattu plus que ça? On sait que c'est une idée autour de laquelle tourne le Parti socialiste depuis longtemps, hein. Ça remonte à François Hollande. Il y avait eu des rapports sur est-ce qu'on rend la CSG progressive, parce que pour l'instant, la CSG, en tout cas sur les salariés, c'est un taux plus ou moins unique. Et donc, voilà. Mais c'est une bonne solution pour faire augmenter le pouvoir d'achat, comme plein de mesures qui jouent sur la fiscalité. Moi, je pense qu'il faut quand même réfléchir à quel système fiscal on veut et peut-être pas faire ça trop dans la précipitation. Le problème, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps que les Français ont l'impression que leur pouvoir d'achat est déprimé. Et donc là, maintenant, ils ont envie qu'il se passe quelque chose. Donc, ce genre de mesure, c'est aussi une façon de passer à l'action. On sait qu'il y a d'autres solutions proposées ailleurs dans le spectre politique. Il y a cette idée éventuellement de basculer une partie du financement de la protection sociale sur d'autres impôts et donc de baisser les cotisations. Alors, les partisans de cette mesure ne disent pas si c'est vraiment que des cotisations salariales, auquel cas ça augmenterait le pouvoir d'achat immédiatement, si c'est en partie des cotisations patronales pour améliorer la compétitivité des entreprises. Donc, il y a pas mal d'ambiguïté. Mais on voit bien que la classe politique a identifié ce problème de pouvoir d'achat, voit bien que c'est une des principales revendications et tourne autour de ces idées-là. Le problème, c'est que c'est de la tuyauterie fiscale dans une période où le déficit et la dette française sont très élevés et que à long terme, le pouvoir d'achat des salaires, c'est déterminé par l'augmentation des salaires et donc la productivité des entreprises, l'évolution du temps de travail. Et si vous n'avez pas une hausse de la productivité ou du temps de travail, il sera difficile de soutenir des hausses de salaire. Alors, on peut les booster artificiellement en faisant des baisses d'impôts, dans un contexte où on en a déjà fait beaucoup. Euh, voilà, faut être assez prudent avec ça, hein, puisqu'on voit bien que quand, par exemple, on a supprimé la taxe d'habitation des Français, aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment le souvenir qu'elle a beaucoup baissé. Il y a eu des taxes foncières qui ont augmenté en parallèle, en prenant le prétexte que la taxe d'habitation a été supprimée. Euh, et au final, même ceux qui n'ont pas de taxe foncière à payer trouvent que leur pouvoir d'achat n'a pas assez progressé. Donc, ça peut être un fusil à un coup et c'est très coûteux en termes de finances publiques. Ouais, et puisqu'on parle de ça, d'ailleurs, ça fait un gros manque à gagner, cette proposition du Parti Socialiste, puisque c'est 5 à 6 milliards d'euros dans les caisses de la Sécu, qui est déjà en déficit d'une vingtaine de milliards. C'est ça. Alors, le Parti socialiste dit on compensera à l'euro près, hein. Ça sera encore une fois l'État qui va prendre en charge ce surplus de déficit de la Sécu. Et donc, on voit bien que c'est l'État qui porte la plupart des déficits et qu'à chaque fois, on lui demande, même quand on fait une baisse de cotisation ou d'une recette qui va à la sécurité sociale, de prendre en charge à la place d'une autre administration publique. Et donc, à la fin, on dit, ah, mais c'est l'État qui est en déficit, etc. Ça, c'est un autre inconvénient de la mesure, c'est qu'on ne se rend pas compte on diminue les ressources fiscales de la Sécu au fur et à mesure. Et finalement, c'est l'État qui vient compléter. C'est un peu du bricolage fiscal d'urgence. Mais est-ce que d'ailleurs, on finit là-dessus, c'est le rôle de l'État que d'accroître le pouvoir d'achat des Français? Parce qu'in fine, on voit bien que tout ça coûte de l'argent. C'est moins de recettes fiscales, moins de recettes sociales. Alors, on peut défendre l'idée qu'il faut une autre répartition des prélèvements et faire un petit peu un jeu de bascule. C'est l'idée notamment du livre d'Antoine Fouché qui a fait beaucoup de bruit, qui a été pas mal repris. Mais effectivement, au final, c'est ce que je disais, c'est que si l'économie ne va pas mieux, à long terme, on pourra soulager peut-être à très court terme les Français, mais on va avoir ce problème qui va se reposer très rapidement puisqu'on n'aura pas des entreprises capables d'augmenter le pouvoir d'achat. On sait que le partage de la valeur ajoutée créée par les entreprises aujourd'hui en France, il ne se déforme pas autant que dans d'autres pays, voire il est plutôt stable et il est plutôt favorable aux salariés. Donc c'est pas tant le partage de la valeur créée par les entreprises qui est déformé, c'est que cette valeur ajoutée, cette augmentation de la valeur ajoutée n'est pas suffisante pour distribuer des bons salaires aux gens. Et donc il faut peut-être se poser la question de savoir
comment distribuer des bons salaires. Et moi, effectivement, je fais partie de ceux qui pensent que le discours qui consiste à dire si on veut des bons salaires, il faut augmenter le volume de travail dans l'économie, il faut que plus de gens travaillent et il faut augmenter la productivité, c'est le bon discours à tenir. Et pour augmenter la productivité, malheureusement, c'est extrêmement difficile, ça dépend du système éducatif, ça dépend du capital mis à disposition des entreprises et donc du financement de l'économie. Est-ce qu'on arrive à orienter l'épargne et à financer des entreprises productives? C'est tout un tas de réformes qui sont beaucoup plus longues à mettre en œuvre, qui sont beaucoup moins faciles à communiquer auprès du grand public. Et donc, évidemment, ça ne peut pas avoir d'effet immédiat. Et là, on voit bien qu'il y a une grosse frustration, il y a une colère sociale. Et donc, peut-être que les politiques vont devoir répondre à cette colère de manière immédiate, mais si on ne fait pas les réformes structurelles derrière, on recommencera dans quelques années, on sera obligé de refaire ce genre de mesures et on se retrouvera dans la même situation avec des comptes publics dégradés, avec une capacité de réponse aux crises économiques plus faible de la part de la puissance publique, et donc on rentre dans une spirale où on risque d'avoir beaucoup de déficits, beaucoup de dettes et un pouvoir d'achat à gonfler artificiellement, et un jour on sera peut-être obligé de réaugmenter les impôts ou de reprendre ce pouvoir d'achat. Donc il faut faire très attention à ce genre de mesures, même si, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dire que les Français euh, surestiment leur problème de pouvoir d'achat. Il est bien là, ce problème de pouvoir d'achat. La question, c'est comment on fait pour l'augmenter. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être prendre le genre de mesures proposées par le Parti socialiste ou d'autres, mais lancer des mesures d'amélioration structurelle de l'économie en parallèle pour être sûr qu'on ne soit pas obligé d'utiliser ce genre d'expédient à chaque fois. Ce qu'on fait souvent, parfois en France. Merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci David, Salut. bonne journée.